Chers téléspectateurs, chers publics de Gandhi Malian TV, une fois de plus, recevez nos salutations. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission hebdomadaire intitulée Parole aux Africains. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis accompagné de deux experts. Docteur Mamadou Silla Traoré à ma droite et à ma gauche, l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly. Ensemble, nous allons décrypter toutes les questions possibles, en tout cas liées à cette problématique des l'UEMOA. Aujourd'hui, vous savez, les l'UEMOA et les pays de l'AES sont au bras de fer. Pourquoi? Autour de la présence du Conseil des ministres. Et pour en savoir davantage, comprendre c'est quoi l'UEMOA, pourquoi ce blocage, qui utilise l'UEMOA, est-ce que l'UEMOA c'est vraiment un outil géopolitique de la France pour continuer de dominer ces anciennes colonies. Nous allons essayer de découvrir cela avec nos deux experts. D'ici là, ils vont vous passer leur bonjour. Docteur? Bonjour général, bonjour mon oncle et mon co-débatteur, bonjour tous les téléspectateurs. Je ne cesse de féliciter Gandhi Malian. Il est petit mais il deviendra grand un jour, Inch'Allah. Ok, doyen. Bonjour Diawara, bonjour Silla. Oui. Bonjour au travers de Gandhi TV et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous commençons avec la première question. Doyen, comme d'habitude, l'honneur vous revient parce que nous voulons savoir pourquoi refuser. Refuser au Burkina la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA. Nous savons qu'il y a eu des choses qui sont passées en 84, en 85, mais pourquoi la même faute revient en 2025? Pourquoi refuser ça au Burkina? Bon, il y a un fait, c'est qu'aucune des parties n'a communiqué sur les raisons pour lesquelles il y a eu ce blocage. Oui, officiellement, oui. Ni les membres de l'UEMOA, ni les représentants des trois pays n'ont communiqué sur le sujet. Et donc, on ne peut s'en tenir à une spéculation, mais une spéculation fondée sur un fait réel. Le Burkina, comme les deux autres pays, sont à la conquête de leur souveraineté et sont en rupture avec beaucoup de pays et beaucoup d'ensembles régionaux ou sous-régionaux. Et donc, ça peut être l'une des causes qui préoccupe les autres pays. Et il y a des velléités aussi de la création de monnaie. Encore qu'officiellement, aucun de ces pays ne s'est prononcé dessus. C'est dans l'ordre du possible. Mais bon, l'un dans l'autre, voilà à peu près ce sur quoi on peut spéculer pour dire ce sont ces faits-là qui les ont alertés et qui ont rendu difficile l'élection du Burkina à ce poste. Mais je pense qu'il y a eu un communiqué où on parlait surtout de l'article 11 qui n'a pas été respecté, lequel l'article 11 qui stipule que la présidence elle est tournante. En effet, oui. La présidence de cette organisation sous-régionale est tournante et puis c'est statutaire. Donc, ça tourne, c'est le Conseil des ministres des ministres de l'économie qui est l'instance pratiquement la plus importante. Et ça doit tourner entre les ministres de l'économie et tous les 2 ans. Et pourquoi moi, je suis resté sur ma faim? Parce que personnellement, je n'ai pas compris que d'autres velléités viennent s'associer à, en tout cas, une organisation économique et monétaire. La politique s'est mise là-dedans. Et voilà, il fallait comprendre parce que dans cette histoire-là, il faudrait voir comment est-ce que ces organisations-là ont vu les jours et leur évolution. Parce que pour comprendre un peu ça, il faut faire un peu d'histoire. Partout dans le monde, il y a eu des organisations. Quand on est seul, on part seul, on n'est pas sûr d'arriver à bon port. Mais quand on est ensemble, on a beaucoup de force. Je prends l'exemple même sur l'Union européenne, dont les premiers jalons ont été posés dans les années 80, au niveau de la ville des 3 frontières en France, avec Ekmoul Koul qui était
le chancelier allemand, il y avait François Mitterrand et puis il y avait la duchesse de Luxembourg. Donc, ils ont jeté la base de ça. Nous, c'est sûr, on s'est inspiré de ces choses-là pour créer nos organisations sous-régionales. Mais avec le temps, l'Africain étant ce qu'il est, il y a des difficultés qui surviennent. Souvent, il y a les pays même qui ne payaient pas très bien leurs cotisations et tout. Mais seulement, je ne veux pas vous couper, sauf que l'UEMOA, sa création, nous n'avons pas créé, c'est la France qui a créé ça. Exactement, exactement. Bon, c'est sous-entendu. Okay. La création de la France, de l'UEMOA est sous-entendue. Effectivement, parce que c'est la France qui reste l'épine dorsale même de l'UEMOA. Parce que du point de vue finance, du point de vue voyage des membres et tout ça, c'est la France qui assurait ça, même la cotisation de certains pays. Donc, en fait, on n'est pas dans un regroupement monétaire commun. En fait, c'est une monnaie coloniale que la France défend mordicus. Alors, pour nous avoir tous, la France nous a poussé. La France a poussé tous ces pays-là dans un carcan pour mieux nous surveiller. D'où toutes les difficultés qui est là. Parce que qui voit même les sommets de l'UEMOA, voit toujours dans les invités présents, soit les ministres de l'économie de la France ou bien d'autres institutions françaises qui ont toujours leur mot à dire. Voilà. Oh, ok. Mais je crois qu'en fait, l'article 11, on dit que ça n'a pas fonctionné. Mais quelles sont les causes pour lesquelles ça n'a pas fonctionné? C'est ce qui n'a pas été dit. Mais Douane, ça ne vous rappelle pas le cas du G5 Sahel? G5 Sahel, absolument. Exactement. Mais le G5 Sahel, à la différence des autres, c'était connu aussi, même si on ne le disait pas, parce que le Mali a réclamé son poste plusieurs fois et a averti que si on ne lui donnait pas son poste, il va quitter l'organisation. Faut-il s'attendre que les pays de l'Est vont quitter l'UEMOA? Pour le moment, c'est prématuré, puisqu'il faut d'abord connaître les raisons réelles. Mais ce que moi je suppute, il faut qu'on fasse extrêmement attention, parce que ça peut être un piège pour précipiter notre départ et nous créer des problèmes. Parce que pour quitter cette organisation, à la différence de la CEDEAO, nous avons une monnaie commune, ce qui n'existait pas dans la CEDEAO. Et pour quitter, il faut jeter les bases d'une nouvelle monnaie. Et jeter les bases d'une nouvelle monnaie, beaucoup le veulent, mais ça ne se fait pas en un cliquement de doigts. Mais ça fait 5 ans que nous sommes en transition. Mais et ça fait on est en transition, mais l'optique... Ça fait à peu près 2 ans qu'on a mis en place une commission d'experts. L'optique de créer peut-être, la nécessité peut-être de créer notre propre monnaie n'est apparue que progressivement. Parce que ça c'est apparu, je crois, avec la mise en place de la confédération. Oui. Et donc, un des objectifs, c'est mettre en place une zone monétaire. Pas l'objectif, mais une organisation économique, peut-être qui peut comprendre monétaire aussi. Donc, pour le moment, je crois qu'il faut aussi évaluer cet aspect de la question. Le piège, ça peut être de nous pousser à sortir trop rapidement avant qu'on ne puisse s'apprêter. Et là, ce que moi je peux dire... Est-ce qu'on n'est pas préparé? Préparer, je ne sais pas, parce que c'est des choses qui se font en secret. Mais ce que je peux dire, aujourd'hui, vous savez, on dit ingénieur en bâtiment, ingénieur ponts et chaussées. Mais l'économiste aussi, c'est un ingénieur, dans le sens où c'est quelqu'un, lorsque les problèmes sont posés, il trouve des solutions. Donc moi, je trouve que même un médecin est un ingénieur. Exactement. Il faut qu'il trouve la solution à un problème. C'est à cela. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, nous avons assez d'économistes qui ne doivent pas se contenter de dire si on sort, ça va faire mal, ça va faire ci, ça va faire ça, mais qui doivent aider les autorités en place à évacuer ou à éviter les pièges le plus rapidement possible. Ça, c'est l'apport que chacun, un économiste, peut faire. Nous, on n'est pas des économistes. Bon, moi, je suis juriste de formation, mais je pense que chacun doit y mettre du sien
pour aider le gouvernement et en leur proposant des solutions pour d'éventuels problèmes qui peuvent nous parvenir lorsque on sortira trop rapidement sans avoir été à même de mettre les balises nécessaires. Ok. Docteur, je reviens vers vous. Oui. Parmi les raisons évoquées, nous avons suivi sur beaucoup de plateaux. On nous a fait parvenir beaucoup de messages. Certains, je ne sais pas, c'est disant des professionnels de la communication ou comment, certains avancent que le Burkina a été privé de ses droits, tout simplement parce que le Burkina, c'est un pouvoir de transition, ce qui sous-entend qu'il y a un coup d'État au Burkina. Un tel argument, ça tient de vous? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je mets ces arguments-là au compte du narratif, quoi. Parce que le Burkina aujourd'hui, le président burkinabé Ibé, voilà, affectueusement Ibé, lui, il a plus de légitimité que ceux qui prétendent être les présidents des pays démocratiques. Et voilà, les démocraties de Montesquieu et tout, qui tripatouillent leur constitution pour se présenter à moult reprises. Vous parlez de Ouattara? Exactement. C'est lui, en fait, qui est le point focal. C'est lui, en fait, qui est le loup dans cette histoire-là. C'est lui qui est le loup. Et les Français manipulent ce monsieur comme ils le voudront, quoi. Il est actuellement à Paris. Oui, oui, il est actuellement à Paris et lui, il ne cache même pas. Il ne cache même pas. Mais là, on ne nous a pas donné le choix de sortir, quoi, de cette organisation aussi. Parce qu'ils ont trop peur, ces gens-là. C'est comme un jeu d'échecs. C'est comme un jeu d'échecs. Qui sait jouer au jeu d'échecs ou au jeu de dames, comme mon oncle a dit, développe des stratégies. Quand un problème il est bien posé, il a une solution évidente. Et ce problème, il est très, très bien posé. Parce que moi, à mon entendement, ce que j'ai compris, le Burkina à la tête de la commission, ça allait chauffer à l'émoi. Comment ça? Comment? Parce que le Burkina, le Mali et le Niger cherchent d'abord une souveraineté économique. Et là, ça va poser le problème aux Français de nous dire, de nous expliquer clairement quelles sont les réserves d'or que nous avons, quelles sont les réserves de devises que nous avons et comment les rapatrier. Or, la France est au bout du gouffre maintenant. On va en venir et ils ne pourront pas donner une explication à ça. D'où ces comportements vraiment de très grande bassesse. Une organisation, c'est une organisation. Une famille, c'est une famille. Tout est bien organisé. Il y a les chartes, il y a tout. Il y a les lignes de conduite qu'on doit respecter impérativement. Et moi, je ne peux pas comprendre que le tour était aux Béninois, le tour aux Ivoiriens, aux Nigériens, que le tour au Burkinabé arrive et qu'on prive le Burkina de ça, et sans donner des raisons valables. Ah, mais certains, comme nous revenons toujours avec la même question, pour eux, la raison valable, c'est que le Burkina a connu un coup d'État. Doyen, c'est quoi votre impression? Bon, ce n'est pas... cette raison ne peut être invoquée. Parce que contrairement à la CEDEAO déjà, à moins de violer leur propre texte. Ok. Parce que si on veut respecter les textes, eux qui font du fétichisme juridique, ils ne peuvent pas se permettre de violer les textes. Ils l'ont déjà fait une fois et ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Mais, contrairement à la CEDEAO qui laissait une petite ouverture, il n'y a pas de protocole additionnel pour la bonne gouvernance dans l'UEMOA. Oui. Ceci existait dans la CEDEAO. CEDEAO et francophonie. Voilà, CEDEAO et francophonie, mais ça n'existe pas dans l'UEMOA. Donc je ne vois pas sur quel texte ils vont se baser pour leur refuser de faire part du... Ce qui est sûr, c'est le Burkina qui a adhéré et la place est donnée au Burkina. Pas un président. Pas un président institut personné. Au pays, c'est le pays qui assume la présidence. Voilà, la présidence est tournante et c'est par pays. Donc peu importe le président qui est là, celui qui est là. Bon, mais moi je ne crois pas que le président qui sera nommé ait les mains aussi libres que ça pour prendre des décisions. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent soulever des problèmes, mais ils ne peuvent pas, à l'état actuel des pouvoirs qui sont conférés, ils ne peuvent pas sans la conférence des chefs d'État,
il ne peut pas prendre certaines décisions, même s'il peut soulever certains problèmes. Ok, docteur. Oui. Parlant même des coups d'État, ce n'est pas une première. Dans l'espace yémois, il y a eu plusieurs coups d'État. La venue au pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, même 2010-2011, oui. C'est un coup d'État ou bien c'est par quel moment? Mais c'est plus qu'un coup d'État. Comment? Et regardez, lui, il avait prémédité. C'est comme si on fait, je ne suis pas juriste, hein, il y a des crimes par préméditation ou par guet-apens, les juristes appellent ça. Mais c'était prémédité, parce que lui, il disait qu'on lui avait empêché de se présenter parce qu'il était djoula, il était musulman. D'accord. Les Ivoiriens avaient fait leur constitution de telle sorte que pour être éligible, il fallait être de père ou de mère. Après, ils ont transformé ça en père et mère. Donc Alassane se sentant exclu, et lui il n'est pas ivoirien, donc il a dit qu'il va rendre le pays ingouvernable. Il est de Sendou au Burkina. Il est de Sendou, burkinabé. Il a renié la terre de ses ancêtres pour venir se faire au roi là où il ne doit pas. Donc en fait, il a tous les coups d'État, les histoires de la Mercedes noire, tous les coups d'État en Côte d'Ivoire, c'est lui. Et celui-là qui a eu la bonne volonté d'accepter quand même qu'il se présente aux élections, je dirais ici Laurent Gbagbo, envers lequel j'ai beaucoup de respect, un véritable panafricain, et que je salue. Oui. Laurent Gbagbo a dit, d'une manière la plus discourtoise, que Alassane Ouattara était menteur. Les journalistes étaient impressionnés, tout le monde était abahi. Il dit, mais écoutez, c'est ce qu'il est, non? Lui, il le connaît. C'est lui, à travers Thabo Mbeki, qu'il a pris une décision spéciale de faire de Alassane un candidat pour l'apaisement de la situation en Côte d'Ivoire. Parce que la guerre était là, il y avait plus de 3000 morts. On traînait plus de 3000 morts, voilà. Maintenant, quand on a accepté qu'il devienne candidat, les élections, on l'a fait. Dans aucun pays du monde, c'est pas, comment ça s'appelle, la commission qui s'occupe de l'organisation des élections, qui proclame les élections, les résultats. Les résultats définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Ce qui n'a pas été fait. Et Laurent Gbagbo disait simplement qu'on recompte les voix. Comme les faits sont têtus, tout le monde a vu l'intervention de Bourgi, l'avocat français là, que Sarkozy a dit qu'il va vitrifier Laurent Gbagbo. Et c'est l'armée française qui a pris sur lui les hélicoptères et tout ça pour aller bombarder son domicile et pour le prendre vivant et le faire sortir. Nous rappelons que ce n'est pas que le domicile du président Gbagbo, c'est le palais présidentiel de la Côte d'Ivoire qui a été bombardé et l'armée française était alliée au casque bleu, et aux rebelles. Exactement. Donc ils ont été les cueillir à froid, ils l'ont amené, mais ils l'ont renvoyé où ça? À la CPI, Cour pénale internationale, qui est faite pour les Africains, entre guillemets, je l'ai dit. Nous, on a ratifié, mais on n'a jamais vu un Vietnamien ou un Brésilien aller là-bas, quoi. Ou un Français même aller là-bas. Pour t'aider, de 2002 à 2016, la Cour pénale, de 2002 jusqu'à 2016, la Cour pénale n'a fait qu'interpeller des Africains. Exactement. Jean-Pierre Bemba même du Congo faisait partie. 10 ans d'enquête, ils ont fait un non-lieu. Un non-lieu, on dit que Laurent Gbagbo n'est pour rien. Et pourtant, c'est l'État ivoirien qui portait plainte contre Laurent Gbagbo pour les morts. Donc, comme les Anglais disent, when my money disappears, there are anybody there except you and me. Je traduis en français, quand mon argent disparaissait, il n'y avait personne là-bas excepté toi et moi. Si c'est mon argent, ça veut dire que c'est toi qui l'as pris. Laurent Gbagbo est sorti indemne, il n'y a eu rien contre lui. Et de l'autre côté, Laurent Gbagbo aussi va porter plainte. Comme lui, il est limité parce que ses d'en face sont plus costauds, donc il attend peut-être le bon moment. Tout le monde sait que les morts qui traînent en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Gbagbo, c'est l'autre Alassane Ouattara. Et puis, les faits pour lesquels Gbagbo a été disqualifié, ils disent que Gbagbo est pour quelque chose dans l'attaque de la BCEAO. Oui. Or, ce n'est pas la BCEAO même qui a porté plainte. Hein. Non.
je suivais cette histoire-là. La BCEAO n'a pas porté plainte. Ils ont fait un procès par contumace. Mais Gbagbo n'était pas mort, il était à La Haye. Et puis c'est son thé qui lui a envoyé là-bas. Tout à fait. C'était plus facile de le faire revenir qu'il parle. Et là où la BCEAO avait été attaquée, c'était même pas du côté de Gbagbo parce que le pays était divisé en deux. Les rebelles occupaient une partie et Gbagbo occupait la capitale et quelques villes. Donc la BCEAO de Korogo ou de Man, ce sont ces BCEAO-là qui ont été attaqués et pillés. Et qui étaient, dirais les rebelles là? Alassane Ouattara, bien sûr. D'accord, on continue. Oui, Alassane Ouattara, bien sûr. Merci. Donc, cette histoire-là, je dis toujours ici sur ce plateau que les faits sont têtus, ils finiront toujours par se révéler. Mais à vouloir essayer de faire du mal partout, à vouloir essayer de faire, je ne sais pas trop, de troubler la quiétude des autres, le bon Dieu te fera payer tout ça un jour, c'est sûr. Le karma, quoi. Exactement, il existe le karma. Doyen, on revient vers vous. Chaque fois qu'on évoque la question de l'UEMOA, la France est généralement citée. Elle est citée sans cesse. Pourquoi? Je crois que dans les débats sur le plateau, il y a une opposition frontale entre les économistes. Certains trouvent que c'est la France qui est en train de manipuler tout ça. Okay. Que le franc CFA n'est pas notre monnaie, nous n'avons aucune souveraineté dessus. Alors que d'autres s'opposent à ça pour dire que le franc c'est notre franc, nous nous sommes appropriés ce franc-là. Donc vous catégorisez ces économistes en deux blocs. Mon oncle, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire. Ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas bien l'histoire. Je ne suis pas économiste. Il va argumenter, on va... Je ne suis pas économiste, oui, mais je vois qu'il y a ce débat. Mais pour en revenir à la question, moi je prendrais un fait qui s'est passé que tout le monde a entendu. À un moment donné, le président français Emmanuel Macron a dit publiquement, à la veille d'une crise, qu'il va téléphoner au président de la CEDEAO pour lui demander de prendre des sanctions. De durcir les sanctions. Ouais. Et que lui, à son niveau, il va faire entériner ces sanctions par l'Union européenne. Or, il y avait un problème de subsidiarité. La CEDEAO, dans ce contexte, ne s'est pas limitée à infliger des sanctions prévues par ces textes. Elle est partie au-delà. Mais elle a même incité et elle a même demandé à l'UEMOA de prendre à son tour des sanctions qui seront entérinées par la CEDEAO. Donc, sanctions de l'UEMOA entérinées par la CEDEAO, les deux sanctions sont soumises et soutenues par le président français. Dès lors, poser la question de savoir que c'est notre monnaie, ce n'est pas notre bénin, c'est superfétatoire. Parce que par ce propos, le président français a démontré que c'est eux qui pilotent l'UEMOA, que le franc n'est pas notre franc, qu'on a changé les choses pour ne pas changer. Voilà. C'est ce que je peux dire sur la question. Vous avez quelque chose à ajouter? Évidemment. Pourquoi la France est chaque fois citée? Oui, qu'on dise que le franc CFA, on s'est approprié. Non, c'est une monnaie qui nous a été imposée par De Gaulle depuis les années 1900, depuis bien avant l'indépendance. Et cette monnaie a tellement profité aux Français que aujourd'hui, voir qu'ils sont en train de perdre toute autorité sur cette monnaie-là, petit à petit, parce que ça va venir. Et pour ceux qui connaissent même l'histoire, je pense que la monnaie, le franc CFA avait 75 ans. Le contrat était 75 ans à peu près. Donc il y a 2 ou 3 ans, le contrat était arrivé à terme. Oui, c'est arrivé à terme. D'où la notion d'amener l'écho ou quoi. Et un président, un économiste de surcroît nous dit, je reviens toujours à Alassane Ouattara. Et c'est un économiste. Ah, je ne sais pas parce que beaucoup de gars sont allés dans ces pays-là. Ils sont venus avec des papiers que personne ne pouvait vérifier la véracité. C'est comme on le dit, en Bamana, j'aime bien notre langue, je vais traduire. Allez-y. J'ai dit que je suis propriétaire d'un troupeau de chameaux.
On me dit, mais docteur, où est-ce que ça se trouve? J'ai dit que ça se trouve en Mauritanie. Personne ne peut vérifier ça. Exactement, c'est ce que Alassane Ouattara disait un jour. Et c'est ce jour-là, je suis tombé, quoi. Je ne suis pas économiste. Hein. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le franc CFA était une très bonne monnaie. Une monnaie relativement stable. Quelqu'un qui parle de stabilité de la monnaie, mais lui, il ne connaît rien de la monnaie. La monnaie, c'est une banque centrale d'un pays qui a des unités de valeur, qui achète, qui vend. Et c'est de cela que le pays peut avoir des bénéfices, ou le pays peut être, comment ça s'appelle, dans le noir. Oui. Quand le pays est dans le noir, on dit qu'il est en récession. Et quand on fait 6 mois, 1 an de noir, on est dans la dépression. C'est des choses qu'on connaît, qu'on lit, on comprend. Hein. L'économie, c'est pas aussi que... Bon, ça a ses réalités, mais les bases de l'économie, tout le monde doit pouvoir les comprendre quand on a été à bonne école. Donc lui, il parle de la stabilité de la monnaie. Et ça donne vraiment de la céphalée, quoi. Ça donne des maux de tête parce que, regardez un peu le dollar. Le dollar, il monte, il descend. Le yen, il monte, il descend. Le rouble, il monte, il descend. C'est en fonction des réalités économiques du moment que les banques centrales ont un taux directeur. Lui qui se dit docteur en économie et il se vend, j'ai été directeur de la... Directeur, il y a eu combien de directeurs? Plusieurs directeurs se sont succédés. Et lui, il était directeur au compte de qui? Point d'interrogation. Donc, ce monsieur-là, il faut faire extrêmement attention à ce qu'il dit souvent. Et ces messieurs-là, on ne cesse de les vanter. Et voilà, en Afrique, très généralement, c'est comme ça, quoi. Mais est-ce qu'il faut, de lui, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir un peu? Il ne faudrait pas être prudent un peu par rapport à tous ces fameux économistes qu'on nous présente souvent de plateau en plateau, qui sont spécialistes dans la gestion du franc CFA, qui sont sans doute spécialisés dans les métiers du franc CFA, donc continuer de coloniser. Il y a quelque chose que je ne voulais même pas dire, mais je le dirai. Un de ces fameux économistes-là a fait le plagiat. Il a pris la thèse de quelqu'un d'autre, il s'en est approprié, et il est venu au Mali qu'il est docteur en économie. Actuellement, je pense qu'il ne doit pas être au Mali, ou bien il était en prison. Je ne suis pas après ces Aux dernières nouvelles, il est en France là-bas. Oui, il a même fait des interviews sur RFI. Vous voyez des petits gens comme ça se permettre de parler de notre pays. On dit de lui qu'il est maintenant économiste. On ne dit plus docteur en économie. Économiste, les choses, on a changé. Je peux compléter ce que j'ai dit. Allez-y. Quand bien même le représentant de la France qui siégeait au conseil d'administration de la BCEAO a été évacué, beaucoup sont partis avec lui, mais il n'en demeure pas moins que dans les textes, ils sont souvent présents lors des sessions. Un représentant qui vient, peut être accompagné de 2 ou 3 personnes, des experts, et qu'en cas de blocage, il peut faire appel à d'autres. Donc, ils sont partis sans partir en réalité, et ils ont une voix consultative dans cette affaire-là. La France est toujours présente parce que c'est elle qui garantit la monnaie, la convertibilité de la monnaie. Donc, à ce titre, la France est toujours présente dans l'UEMOA. Donc, je voulais ajouter ça sur le plan technique. Elle n'est pas totalement partie, elle n'est pas totalement, elle n'est pas décrochée. Elle n'a pas décroché du français de l'UEMOA. Mais nos réserves se trouvent aussi en France. Nos réserves, non, ça c'est fini ça. Comment ça? Ça, on a arrêté. Le reversement d'un pourcentage de nos recettes d'exportation, les devises issues des recettes d'exportation au trésor français, ça c'est fini. Oui, mais avant, on avait de la devise. Et tout ce qu'on avait déversé? Tout ce qu'on avait déversé, il semble qu'il y a des gens qui parlent de nous rembourser notre or, de nous rembourser nos devises. Tout ça, ça demande un calcul. Est-ce qu'on en a encore à ce niveau-là ou pas? Mais une France surendettée comme ça, là, je crois qu'on a 17 points où on peut déposer de l'argent. Ce n'est plus simplement au trésor français. Les devises peuvent aller dans 17 banques qui ne sont pas des banques françaises. Mais une France surendettée pourra-t-elle nous rembourser? Bon, surendetté, est-ce que la France est un État, comme quelqu'un l'a dit, un État Ils vont lever des jours très fériés. pauvre endetté? PPTE, oui. Un PPTE.
Est-ce que c'est un pays très pauvre et endetté qui ne peut pas rembourser ses dettes? Et de toute façon, elle est obligée de rembourser. Mais quand, depuis 65 ans ou 65 ans environ, on a thésaurisé, on a spéculé, si jamais on soulève ce problème, ça va être vraiment très difficile pour la France. Je ne suis pas économiste, encore une fois je le dis, je ne peux pas trop m'avancer sur ce terrain, mais je pense que quand on doit quelque chose, il faut d'abord faire valoir qu'on a une créance sur la France. Et là, ce n'est pas gagné. Et ensuite, maintenant, réclamer le remboursement de la créance ou le paiement de la créance. Ça, c'est une autre paire de manches. En ce moment, quand la créance est confortée sur une base légale, pour réclamer, quand on a réclamé et qu'on a reconnu qu'on nous doit cet argent, en ce moment, il faut aller chercher l'argent. C'est à ce moment que se pose le problème de remboursement. Et il y a des institutions financières internationales qui peuvent dégrader la position de la France parce qu'elle n'arrive pas à rembourser ces situations. Tout ça, ça peut être des effets pervers qui peuvent les toucher. Merci, doyen. Nous restons avec vous. Dans de telles situations, avec toute cette cacophonie autour des francs CFA, de la France, qui manipule, qui fait quoi? Est-ce que l'Est n'est pas condamné à créer sa propre monnaie? Bon. C'est un impératif. Ça, c'est un problème extrêmement aigu. Comment? Ce n'est pas seulement un problème de monnaie. Nous sommes aussi en économie. Oui. L'UEMOA, c'est l'union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Il y a les deux volets. Est-ce qu'il faut sortir de la monnaie et laisser l'économie et nous rester dans l'économie? Est-ce qu'il faut sortir des deux? Je crois qu'il faut poser le problème, et ça c'est un problème extrêmement ardu, qui a fait appel à une certaine technicité. Mais aujourd'hui, le problème c'est autour de la gestion de la monnaie. Quand on refuse au Burkina la présente tournant du Conseil des ministres de l'UEMOA, donc c'est l'UEMOA, surtout c'est au niveau de la monnaie que le problème se pose. Ce n'est pas au niveau de l'économie en tant que tel. Je ne pense pas qu'il y a des problèmes au niveau économique entre ces pays jusqu'à ce niveau. Non, je pense que le vrai débat qui est là... Le problème qui est posé est un problème administratif. C'est-à-dire que quelqu'un a droit à être investi dans une fonction, on le lui a refusé. Ça, ce n'est pas monétaire, ce n'est pas économique, c'est plutôt administratif, de l'ordre de l'administratif. Il faut sérier les choses. Maintenant, sortir de la monnaie, il faut revenir à la base. Oui, mais je ne vais pas vous couper. C'est un problème d'ordre administratif. Il s'agit de quelle administration? Une administration qui gère les questions monétaires et économiques de notre espace. Oui. Donc on ne peut pas les dissocier. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas en déduire directement que c'est un problème monétaire seulement. Ça peut être un problème économique aussi. Vous et moi, on vit dans l'AS. Oui, mais moi je suis prudent souvent avec les termes. Ok, allons-y. Parce que il s'agit pas, j'essaie de donner un point de vue équilibré. Allez-y. Voilà. Dans l'UEMOA, il n'y a pas que ce problème-là. Comme je l'ai dit, il y a un affrontement entre les économistes pour savoir sur les bénéfices que peut nous apporter ou les inconvénients que nous apporte l'UEMOA en termes monétaires. C'est qu'il y a beaucoup d'économistes qui estiment que ça nous apporte une stabilité, d'où une inflation, l'absence d'inflation ou une inflation très réduite. Mais par contre, un autre camp se dit, mais la stabilité, ce n'est pas tout. C'est qu'on n'arrive plus, depuis 65 ans pratiquement, on n'arrive pas à générer des fonds pour faire des investissements productifs qui peuvent résorber le chômage, qui peut nous permettre de faire fructifier et rehausser notre produit, notre PIB. Mais, doyen, ces économistes qui avancent, parce qu'il faut vraiment qu'on traite point par point. Ceux qui avancent, par exemple, que les CFA permet une certaine stabilité, c'est-à-dire anticipe, il n'y a pas d'inflation à tant que telle, et ces gens-là vivent réellement dans l'espace
IEMOA. Sinon, dans l'espace IEMOA, nous savons, vous partez dans n'importe quel pays, et en 12 mois, c'est l'inflation au niveau, par exemple, du prix du sac du riz, nous savons comment ça augmente rapidement. Au niveau, vous prenez n'importe quel produit, les choses augmentent, sauf peut-être les bonbons qui ont toujours demeuré à 5 francs. Mais l'inflation, elle est bien présente dans l'espace IEMOA. Les CFA n'empêchent pas aujourd'hui l'inflation. Ce n'est pas... Quand je dis économiste, il y a des économistes qui sont... des salons. Non, des économistes libres qui ne sont liés à aucune structure. Mais il y a beaucoup d'économistes qui sont liés aux structures de l'UEMOA. Ok. Le président de la BCEAO, le gouverneur de la BCEAO, oui. Son adjoint et d'autres représentants de la BCEAO et même certains ministres des Finances dont les pays soutiennent cette position. Donc ce n'est pas seulement... c'est parce qu'ils ont un intérêt à défendre cette affaire-là. Donc ils ne sont pas neutres, ils prennent parti carrément. Eux, on ne peut pas dire qu'ils sont neutres. Ils ont toujours pratiquement un intérêt lié puisqu'ils épousent la politique de leur propre pays. Rendre l'UEMOA, le franc, le côté monétaire crédible pour qu'on reste là-dedans. Donc, il y a ça. Donc, le problème des économistes, je ne m'en préoccupe pas trop parce que pour la raison que j'ai citée, lorsque Macron a intervenu et qu'on nous a punis illégalement au niveau de l'UEMOA, en bloquant nos fonds, en nous empêchant de les toucher. Une guerre économique. Une guerre économique nous a été livrée et l'UEMOA est sorti de son rôle. Et pire, l'UEMOA doit être indépendante de toute structure. Mais elle a suivi un mot d'ordre de la CEDEAO. Ça, c'est encore pire. Donc, de ce côté-ci, stabilité ou pas, et je suis sûr d'une chose. Beaucoup de nos présidents se cachent, les performances du pays se cachent derrière cette histoire de stabilité de la monnaie et d'absence d'inflation. Mais qu'en est-il des investissements pour résorber le chômage? Une unité de mesure, c'est faire fructifier, faire créer des entreprises pour créer des emplois et créer de la valeur ajoutée chez nous ici. Exporter le plus possible et réduire les importations pour qu'on ait une balance commerciale avec des devises qui nous amènent beaucoup de devises. C'est ce qui peut conforter notre franc, même si on venait à le créer. Mais ce critère de performance ne leur est plus appliqué. En sortant, en laissant le franc pour choisir un franc qui va flotter, qui sera fondé sur notre produit intérieur brut, ça donne la vraie valeur de ce qu'on fait et c'est en ce moment qu'on peut juger les autorités des pays. Le pays n'arrive pas à s'en sortir, on sait de quoi il s'agit. Mais on se met à l'abri, on dit il y a la stabilité monétaire, il y a la convertibilité, il y a très peu d'inflation, et voilà. Mais ça ne suffit pas, alors que dans le même temps, le chômage croît. Et donc ça, c'est un des premiers problèmes. Maintenant, moi, je me fais me fonder surtout sur des problèmes juridiques, parce qu'il y a pire dans les textes de l'UEMOA. Il y a pire. Moi, j'ai eu, à un moment donné, quand j'étais le chef de division du service contentieux de la douane pour l'ensemble du Mali, j'avais eu à travailler sur le texte du traité de l'UEMOA. Ce texte, quand je l'ai montré, c'est moi qui ai pris l'initiative. Quand je l'ai montré au directeur général des douanes, il l'a lu, il m'a dit, bon, il n'y a que le côté juridique, il faut travailler avec, il m'a donné un collègue, il me dit, travailler sur l'aspect économique aussi pour l'ajouter. On a travaillé, on a présenté un texte. À l'époque, c'est Soumaïla Cissé qui était le ministre des Finances. Ça lui a été envoyé. Comment j'ai su que ça... Bon, je sais que ça lui a été envoyé, mais quelle est la réaction qui nous a confirmé? C'est que c'était à la veille de l'investiture pour son deuxième mandat de Alpha Omar Konaré, du président Alpha Omar Konaré. En 1997. Et il a fait son investiture au CICB. Et dans le discours qu'il a tenu, parce que nous, on avait démontré que les trois pays-là, Mali, Burkina et Niger, étaient des arrière-cours, des marchés
pour les pays côtiers et qu'on n'avait rien à gagner dans cette affaire de l'UEMOA. Le président Alpha a pris la mouche, enfin je m'excuse du terme, ça l'a rebuté, et il a dit dans son discours, pour ceux qui s'en souviennent, que le Mali ne sera l'arrière-cour ou l'arrière-pays de personne. C'était en réaction par rapport à cette note. Et donc, après, le directeur général des douanes, qui était là, a perçu la scission qu'il y avait à l'intérieur des pays membres. Comme dans la CEDEAO, autant dans l'UEMOA, autant dans la CEAO pratiquement, et autant dans l'UMOA, il y a 3 pays continentaux opposés à des pays côtiers, qui sont toujours plus nombreux. Aux 12 pays côtiers. 12 pays pour ce qui concerne la CEDEAO. Oui, la CEDEAO. Mais pour ce qui concerne l'UEMOA aujourd'hui, à 8, il y a 3 pays continentaux et 5 pays et côtiers. 5 pays côtiers. Et donc, nous n'avons pas les mêmes genres de problèmes. On dit que la géopolitique, c'est la politique de sa situation géographique. Oui. Et donc, nous, on n'a pas les mêmes problèmes qu'eux. Et ça peut se refléter dans les choix, dans les stratégies ou dans les choix. Et comment ça peut se refléter? Par les votes. Toutes les instances, autant la commission que le conseil des ministres et la conférence des présidents, le vote, c'est 2 tiers. 2 tiers de 8, ce n'est pas divisible. Quand tu fais la division, 2 tiers, les 2 tiers feront 5,3333. Or, il n'y a pas de demi-pays. Or, le 1 tiers qui va rester, ça va faire, je crois, 2,6667 pour faire le complet. Et donc, ça veut dire que tu ne peux pas diviser, faire un pourcentage qui va tomber s'il y a 8. Ce n'est pas divisible. Et donc, qui va remporter? Il y a 5 pays d'un côté et 3 pays de l'autre. La majorité est vite faite. Là où il y a la supercherie dans ce système de vote, c'est qu'il y a le principe de vote à la majorité simple. Ça n'a jamais été dit. Ils ont toujours dit dans les textes majorité de 2 tiers. 2 tiers. Majorité de 2 tiers, quand on dit ça, on pense tout de suite à une majorité qualifiée. Mais en réalité, s'agissant de 8 pays, ce n'est pas une majorité qualifiée. C'est une simple majorité, la majorité simple. 5 contre 3. Parce que la majorité simple, c'est la moitié plus 1. La moitié de 8, c'est combien? C'est 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5. Et donc, on traite ce système de vote de majorité simple ou de majorité qualifiée en l'englobant dans les termes de pourcentage 2 tiers, ça ne veut rien dire. Et c'est ça le piège. Chaque fois qu'il y a un vote, le vote est dominé par des pays côtiers. Et les pays de l'Interland ne peuvent pas gagner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque le directeur général des douanes a perçu cet aspect du problème dans ce qu'on avait dit, il a voulu créer ce qu'il a appelé l'Interland. Les pays de l'Interland. À l'époque, c'était Moussa Touré qui était le président de la commission, un Sénégalais. Mais il est monté au créneau, ils ont fait tellement de tapage. Et à l'époque, le directeur général des douanes du Niger et le directeur général du Burkina se sont rencontrés à Bamako ici. Ils ont crié que le Mali veut faire une organisation dans l'organisation. C'est aujourd'hui à cela qu'on est. Nous sommes dans l'AES. C'est ce qui a toujours été contesté. Nous empêcher de nous réunir en raison de la similitude de nos problèmes. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, au départ, c'était une union monétaire simple. Mais on a ajouté le volet économique.
Quand on a ajouté le volet économique, il fallait favoriser nos entreprises. Et l'un des objectifs pour favoriser nos entreprises, c'était l'abattement des barrières tarifaires. Et ça concernait essentiellement les droits de douane, qu'on appelle en douane les DD, les droits de douane. On donne un avantage aux entreprises qui sont chez nous ici, qui sont installées, des entreprises qui sont dans l'espace de l'UEMOA. Eux, quand elles sont créées, elles ont l'obligation de faire ce qu'on appelle de monter un dossier technique pour être agréé à la TPC, à la taxation préférentielle, pour bénéficier d'un rabais du prix des droits de douane qu'ils doivent payer sur les marchandises, les droits de douane dont j'ai parlé. Généralement, les droits de douane, c'est 20%. Bon, eux, ils seront à moins 20%. Donc, les mêmes produits fabriqués à l'étranger hors UEMOA et fabriqués à l'intérieur de l'UEMOA ne seront pas vendus au même prix, ne paieront pas les mêmes droits de douane. Oui. Ça avantage nos entreprises qui sont là. Tout à fait. Et on est parti, on voulait aller progressivement vers l'abattement des barrières tarifaires en appliquant ce qu'on appelle une taxation dégressive de protection. Une taxation progressive et dégressive de protection. Et donc de 20%, on vient à 15%, on vient à 10%, on vient à 5% et on vient à 0% progressivement. 0% pour que les entreprises installées dans l'espace UEMOA ne payent plus de droits de douane. Mais concomitamment à cela, les pays qui voient, si le Mali doit importer du lait hollandais pour venir, alors que le lait est fabriqué au Sénégal, mise en concurrence, le Sénégalais va payer 15%, parfois 10%, parfois 5%. L'autre est fixé à 15%. Mais entre-temps, ça fait des pertes de recettes pour mon pays. Ces pertes de recettes étaient compensées. C'était la même chose qui était dans la CEAO. Et donc, à un moment donné, le pays doit... la CEDEAO... C'est compensé comment? C'est compensé en payant, en reversant le manque à gagner. Le manque à gagner était reversé au pays dans lequel l'importation a été faite. Et dans ça, quand on fermait la CEDEAO pour aller à la CEDEAO, la Côte d'Ivoire est partie avec 200 milliards d'impayés. On a fermé comme ça, sans chercher à comprendre. 200 milliards. 200 milliards de moins-value qu'ils devaient payer. Moins-value parce qu'ils ont payé des droits moindres par rapport aux autres. Et donc nos pays devaient bénéficier, remis, on ne devait pas nous faire du tort. Et donc on devait être remis à dans nos moyens, mais progressivement. Mais à 0%, ne payant pas de droits de taxes, les remboursements sont arrêtés depuis 98 ou 99. Je ne sais plus puisque j'ai quitté il y a un peu longtemps. Donc, il y a ça qu'on a institué. Mais en instituant ça, on a favorisé les pays côtiers parce qu'il n'y avait pas d'industrie pratiquement que les colons ont fait. Mais s'il y a les quelques petites industries qu'on a pu laisser, c'est sur les côtes. Oui. Surtout au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Oui. C'était un comptoir. Mais donc au départ, quand on vient à l'indépendance, il y avait un peu plus d'industrie dans ces pays-là sur les côtes que nous. Et donc, un industriel, quand tu veux t'installer, il faut voir le tissu industriel. Si l'intensité du tissu industriel. Parce que quand tu es industriel et que tu produis des produits, tu fabriques des produits, tu as besoin aussi de d'autres industriels. Moi, je prends le cas de l'emballage. Quand tu produis du lait ici, il faut mettre dans un emballage. Oui. Quand tu produis de la cigarette, il faut mettre dans un emballage. Quel que soit ce que tu produis, tu as besoin d'emballage. Il y avait à l'époque une société qu'on appelait Somepac, Société malienne d'emballage papier et carton, qui était à la zone industrielle, mais qui a chuté. Mais si tu veux créer une industrie qui exige que tu aies de l'emballage, si tu n'as pas une telle société ici, ça veut dire que tu vas importer aussi l'emballage de d'autres pays.
Donc tu as intérêt à t'installer là où tu peux trouver des industries qui produisent des produits dont tu auras besoin pour fabriquer ton produit. C'est ça le tissu industriel dense. Donc, par ce système on a favorisé nos entreprises. Cette favorisation des entreprises a bénéficié aux pays côtiers. Nous, on n'avait rien. Moi, j'ai écouté et j'ai entendu, je ne peux pas dire autre chose que j'ai entendu, le président Abdoulaye Wade lancer un appel aux Occidentaux, aux pays hors UEMOA, pour dire, bon, maintenant, vous pouvez bénéficier de la taxation préférentielle. Venez vous installer chez nous pour fabriquer vos produits et peut-être pour avoir les marchés intérieurs de l'UEMOA. Je l'ai entendu lancer cet appel. Si tu regardes tous ces petits avantages, nous, on est devenu un pays de consommateurs. C'est pourquoi ça se reflète au sein de la CEDEAO dans le pourcentage du commerce intra-CEDEAO. Les échanges à l'intérieur de la CEDEAO. Le commerce intra-CEDEAO, c'est 15% du commerce extérieur. Donc, ces 15%, si tu les évalues à 100%, tu trouveras que 80 à 90%, c'est les produits des pays côtiers, industries des pays côtiers, qui sont reversés chez nous. Dans les 3 pays de l'Interland. Dans les 3 pays de l'Interland. On est devenu un marché pour eux. Le Sénégal, 70% des produits manufacturés, selon les dernières statistiques que moi j'avais eues il y a quelques années, sont déversés au Mali. Je te crée un exemple. Le biscuit tant prisé, le biscuit dur, là, que nos villageois aiment beaucoup. Biscuit Dogon. Oui. Biscuit très dur. Tu sais que c'est fabriqué avec de la patate. Oui. Et vous voyez des camions de patates qui vont au Sénégal. Sénégal, exactement. On transforme, on en fait des biscuits qu'on envoie chez nous. même des bonbons à la mangue, quoi. Des bonbons à la mangue, oui. Les bonbons qui ont un goût de mangue, c'est fabriqué au Sénégal. Bon, donc, tu vois, nous, il y a un désert industriel chez nous, tandis que par ce système de taxation préférentielle, même si aujourd'hui, toutes les industries, ils ont eu le temps d'étoffer leur tissu industriel à notre détournement. Donc ça, c'est aussi un problème. Il y a aussi le développement industriel. Ça s'est accéléré sur les côtes, en tout cas par rapport à chez nous. Oui. Parce que les Blancs nous traitent de la même façon. Ils ont déjà d'infrastructures pour exporter. Voilà, il y a celui qui veut s'installer pour l'évacuation ou pour l'importation, être sur la côte, c'est plus facile qu'être à l'intérieur. Ça, c'est clair. C'est aussi une des facilités qui permet de favoriser l'installation des entreprises sur les côtes. Et donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais, si nous partons de ces principes, c'est simple de conclure que non seulement les pays de l'Est sont condamnés à créer leur propre zone, parce que tout ce que vous avez expliqué, ça montre que nous sommes victimes d'une injustice qui ne dit pas son nom au niveau sous-régional, dans l'institution même qu'on appelle UEMOA. Pas une injustice, parce que c'est une injustice à laquelle nous avons consenti. À l'époque, on pouvait, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Il y avait trop de pression. Hein. Vous savez, moi, j'ai dit... Mais nous avons le choix nous avons le choix de ne plus vouloir rester dans l'injustice. Ça, c'est un choix. Comme nous avions le choix de ne pas accepter. Tu sais, quand je parle à des gens qui ne sont pas allés à l'école pour leur expliquer qui est le président. J'ai dit, bon, le président, c'est ton chef de famille. Tous les matins, il va au marché pour aller chercher de quoi te nourrir dans la poche. Le président, c'est par exemple Silla. Et sa famille, tous les matins, il va au marché pour chercher de la pitance pour sa famille. Il vient chercher sa pitance où? Dans les poches de Diawara. Et donc, Diawara aussi cherche dans la poche de
cela par le biais des échanges. C'est vraiment terre à terre ce que j'explique aux gens qui ne comprennent pas. J'ai dit, bon, ben, si Diawara va au marché, il retourne à midi, il n'y a rien à mettre dans la marmite. Est-ce qu'il peut dire aux membres de sa famille, bon, j'ai tout fait, mais Diawara m'a empêché d'avoir de l'argent pour vous nourrir? Est-ce que la famille va entendre ça? Non. Bon. Et donc, si on rentre dans des structures qui nous oppressent, qui nous mettent à mal, et on ne s'en prend qu'à nous-mêmes. Nous devons quitter tout simplement. Voilà. Autant on ne devait pas y entrer, autant aujourd'hui, si on doit faire le choix, on fait le choix d'en sortir. Mais c'est tout. Jusque-là, c'est le mot que j'attendais de votre part, c'est tout. Vous êtes tellement tourné. Non, mais est-ce que tu as compris l'enchaînement de... Il y a une autre chose. De sa logique, oui. Pratiquement tous les votes, c'est aux 2/3, dans toutes les instances. Mais il y a l'article 22 qui dit que les votes, c'est au niveau du Conseil des ministres, c'est toujours à 2%. Les 2/3. Les 2/3. Mais si le Conseil des ministres veut apporter un amendement aux propositions qui ont été faites par la commission, elle doit voter à l'unanimité. Est-ce que tu comprends qu'une structure inférieure qui fait des propositions à une structure supérieure, elle vote aux 2/3. Dès que la décision est prise, vous votez à 2/3 pour l'accepter. Mais si vous devez y apporter des amendements, vous devez apporter ces amendements à l'unanimité. Le vote est plus dur chez vous que chez nous, qu'à l'échelon inférieur. Est-ce que tu peux comprendre cette logique? C'est de la France-Afrique, moi je comprends la Bon. Ensuite, il y a l'article 22 qui dit que c'est pour les actes juridiques. Mais dans l'acte premier, on a défini tout ce qui devait être défini, tous les termes, les acronymes et autres, tout a été défini. Mais l'acte juridique en tant que tel, n'a pas été défini pour qu'on soit d'accord sur le sens. Parce que pour moi, beaucoup d'actes juridiques peuvent passer, presque tous des actes juridiques. Mais si on fait cette spécification, il faut définir l'acte juridique. Or, ils ne l'ont pas défini. Et donc, l'article 22 pose le problème. Quel est le concept? Qu'est-ce que on entend par acte juridique pour qu'il y ait une exception qui fait que s'ils veulent faire des amendements, ils soient obligés de voter à l'unanimité l'amendement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas modifier les propositions qui ont été faites. Ils peuvent accepter et rejeter, mais ils ne peuvent pas apporter des amendements. Mais en ce moment, c'est une exception au vote de 2/3. C'est une exception. Oui. Mais ensuite, l'article 72 et l'article 74 apportent des exceptions à l'exception. En quoi faisant? Non, ils disent que dans ces situations-là, l'article 22 qui impose que l'on vote à l'unanimité ne soit plus valable. Ne puisse pas. Dans le cas je crois que c'est dans le cas où on inflige des sanctions à un pays. Voilà. Donc, il y a l'article 72 et 74. C'est compliqué. Oui. Mais et ensuite, il y a au traité même, on a adjoint 2 protocoles. Un premier protocole qui est le protocole, 2 protocoles additionnels. Un premier protocole relatif aux organes de contrôle et qui concerne en premier lieu la Cour de justice. Or, pour répondre un peu aussi à ta question, la CEDEAO, l'AES vient de créer une cour pénale de justice. Cour pénale sahélienne. Voilà. Et des droits de l'homme. Mais non pas, c'est la cour de justice qui peut comprendre peut-être plusieurs volets. Mais ça, cette fois-ci, nous, on a choisi de créer à part notre cour pénale de justice. Ça, c'est un premier problème. Il y a la cour des comptes. C'est les organes de contrôle. Maintenant, il y a un second
acte additionnel qui est relatif aux politiques sectorielles. Et ce champ est très vaste et ça concerne beaucoup de champs, de secteurs où l'AES est en train de mettre en place des situations. Il y a le développement des ressources humaines. On veut faire des études harmonisées avec un même niveau et tout ce qui s'ensuit. Il y a l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire rentre dans les compétences aujourd'hui de l'AES avec les routes que l'on veut faire pour relier les 3 pays, pour favoriser les dessertes. Il y a la politique de télécom et de transport. Et ce qui est sûr, il va y avoir des faveurs entre les 3 pays en ce qui concerne déjà les tarifs de communication. Il y a l'harmonisation de l'environnement, il y a la politique agricole, jusqu'à la politique agricole qu'on veut nous enlever. Ensuite, il y a la politique énergétique. Or, l'AES est en train de mettre en place une politique énergétique liée aux énergies renouvelables et liée surtout au nucléaire civil, à abus civil. Et donc, on est en train de mettre ça sans eux. Ensuite, il y a les politiques industrielles et minières. Nous, on a refait notre code des mines. Le code minier a été refait. On ne les a pas attendus. Et donc, notre politique industrielle... Même par là, même du secteur énergétique, au niveau des DUMO, même au niveau de la CEDEAO, ils ont mis en place des structures visant à interconnecter, l'interconnexion de tous ces pays. Or, aujourd'hui, la politique de l'AES... Voilà, la politique de l'AES est en train d'aller un peu dans le sens opposé. On était fournis, ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui nous donnait l'électricité. Il y avait une société dans laquelle on est, et la Côte d'Ivoire est là-dedans, je crois quel autre pays est là-dedans. C'est cette société qui nous donnait de l'électricité. Qui nous vendait. C'est une société française. Voilà. Qui nous vendait. En tout cas, exactement. J'ai oublié le nom, Etan ou Tan ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des politiques sectorielles qui n'ont rien à voir avec ce qu'eux, ils veulent faire. Et donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas seulement sortir de la monnaie, c'est qu'on est en train de sortir de l'économie telle qu'eux, ils la conçoivent. Nous sommes en train de créer nos structures économiques qui n'est pas la leur. Mais c'est ça, d'où la sortie de l'UEMOA. Oui. Donc, il y a les domaines industriels, il y a les autorités politiques sectorielles. Nous, on a déjà nos autorités politiques sectorielles. Parce que tu vois, tu as toujours la réunion des trois ministres d'un domaine donné pour coordonner et harmoniser leur activité. Nous sommes une confédération. Tout voilà, donc nous sommes en train de sortir de là sur le plan déjà économique. Sur le plan économique, si tu vois toutes nos réalisations au sein de la Confédération, on est en train de sortir. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir, après, comme la CEDEAO, négocier pour qu'on puisse se rattacher? Aujourd'hui, il y a 2 façons de voir. Et ensuite, on dit la libre circulation des biens et des personnes. Mais c'est faux. En dehors des tracasseries policières sur toutes les routes, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en dehors des tracasseries policières, il y a une chose qui existe. Et j'ai écouté nos autorités, ils n'ont pas réagi. Dans le temps, le gouverneur de la BCEAO, Charles Konan Banny, est sorti de sa réserve pour justifier que la Côte d'Ivoire applique la carte de séjour. En disant, bon, ils ne paieront pas les mêmes, même s'ils sont de l'UEMOA, ils ne paieront pas les mêmes taux que ceux qui sont hors UEMOA. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est la libre circulation. Et donc, quand vous faites une carte de séjour, peu importe le montant que vous infligez, que les ressortissants des pays de l'UEMOA payent, vous êtes en train de faire un frein à la libre circulation. Oui. Et on n'a pas protesté contre ça. Et aujourd'hui, ces derniers temps, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans, le même problème revenait à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire. Le paiement de la carte de séjour pour les ressortissants de l'UEMOA. C'est une violation du principe de la libre circulation des biens et des personnes. Oui, effectivement, à notre sortie de la CEDEAO, je pense qu'il y a même les Bénin
qui a envoyé un tel message qu'à 90 jours passés, les ressortissants de l'espace AES doivent payer, mais ce que le Bénin oublie sans doute, c'est que le Bénin est membre de l'UEMOA avec nous. Oui. Donc, dans l'UEMOA, c'est-à-dire cet article que nous avons au niveau de la CEDEAO, nous avons le même article au niveau de l'UEMOA. Oui. Libre circulation des personnes et des biens. C'est des gens qui ont tout à violer des textes. Quand vous voyez comment ils se maintiennent au pouvoir, donc je vous laisse terminer rapidement. Bon, en ce qui concerne les postes tournants, oui. Moi, j'ai recherché la liste des présidents de commission de 1994 à aujourd'hui. Vous savez, de ce jour à aujourd'hui, le Sénégal a eu cette présidence 1, 2, 3, 4 fois. Et ce qu'on n'a pas, parce que tu vas sur les moteurs de recherche, quand on dit de chercher la liste, on commence par Soumaïla Cissé. Or, il y a des gens avant Soumaïla Cissé. Ah, Soumaïla, c'est récent, c'est avec ATT. C'est en 2007, 2011, je crois. 2004, 2011, Soumaïla Cissé. Mais au départ, c'est un certain Ousmane Seck, qui est sénégalais, qui n'a duré que 2 ans, 95-96. Mais 94-95, on a mis les choses en place qu'en 95. C'est pourquoi ça a commencé avec lui. Bon, en 96-2004, c'était Moussa Touré, le Sénégalais dont je te parlais, qui a voulu instaurer la permanence, octroyer au Sénégal la permanence de la présidence de la commission, comme la permanence de la place de gouverneur de la BCEAO échoua déjà aux Ivoiriens. Mais ça fait un bruit. Oui, les présidents étaient à l'époque. Il a fallu pousser à la roue pour enlever ça, parce que ça faisait 2 fois que 2 Sénégalais se succédaient. C'est pourquoi Soumaïla est venu. Mais après Soumaïla, il y a un autre Sénégalais de 2011 à 2017, Cheikh Adjibou Soumaré, qui est venu. Et ensuite, il y a Abdallah Bourehima, qui est nigérien. Et de 2021 à nos jours, c'est un certain Abdoulaye Diop. Un Sénégalais. Un Sénégalais encore. Donc, tu vois, il y a presque un monopole du Sénégal sur ce poste. Et au niveau du poste du gouverneur aussi, un monopole de la Côte d'Ivoire. Un monopole pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes étrangers. Alors. Non, nous, on compte pour des beurre. Doyen, merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Vous avez fini, non? Oui, j'ai fini. Oui. Merci pour ce vrai exposé. Docteur, je reviens vers vous. Ce qui nous invite sans doute à conclure des doyens, bon, comprend par son expérience. Peut-être il ne dit pas les choses clairement, mais il laisse chacun se prononcer là-dessus. Mais une organisation dans laquelle nous appartenons, où nous sommes défavorisés sur tous les plans. Plan juridique, technique, n'importe quel plan. Les avantages financiers ou autres, nous sommes totalement passés à travers. Doit-on rester dans une telle organisation? Moi, à mon avis, non. On est en train de, comme le doyen a eu à le dire, il y a beaucoup d'aspects techniques, beaucoup de choses à régler. Sinon, ça aurait pu être même la sortie de nos 3 pays, de ces institutions, il y a longtemps, quoi. Hormis le volet monétaire. Oui. Et le gouverneur de la BCEAO, c'est toujours un Ivoirien. Donc là, c'est un monopole. Oui. On quitte même ces volets, au volet des entreprises. Oui. Les entreprises des pays côtiers sont les plus favorisées. Oui. Donc là, il faut revoir. Et cela est fait sciemment, parce que la ficelle est tirée de l'autre côté là. Je ne sais pas si vous avez vu un discours du président Alpha qui disait que dans le cadre du programme d'ajustement structurel, on lui avait exigé de privatiser. Mais du terme privatisation, on est allé à la liquidation. Donc c'était fait sciemment que le Mali, les pays de l'interland, le Mali, le Niger, le Burkina, n'aient pas vraiment d'industrie manufacturée et tout ça, que tout venait des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est ce qui nous est arrivé. Regardez, les usines maliennes qui produisaient du savon, l'usine de Kouloukro, Ikoma. L'Ikoma a été bradé et maintenant on achète les savons où? Soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. C'est fait sciemment parce que nous sommes... Docteur, nous précisons à ceux qui sont en train de nous suivre, nous ne sommes pas contre ces pays. Oui. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, parce que c'est une architecture coloniale, voire même néocoloniale, il est question aujourd'hui, le contexte actuel des pays de l'Est souverainistes, il est question
de revoir certaines choses, de remettre certaines choses. C'est là où Alassane Draman Ouattara a pris en otage cette réunion, empêchant cela. Et là, ça ne laisse autre alternative au pays de l'Est que de quitter. Que de quitter, effectivement. Et c'est pour le rappeler aussi que le père de la carte de séjour là, dont il fait illusion, dont Charles Konambane a fait illusion, c'est Alassane qui est venu avec ça, il y a les années 90-92. C'est lui, quand il est devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a amené la carte de séjour, on ne connaissait pas. Maintenant, c'est évident, quoi, pour moi, c'est une évidence. On quitte tout ça là parce que ça nous a servi pratiquement à pas beaucoup de choses. Ok. Nous arrivons... Non, je n'ai pas terminé. Ok, allez-y. Je n'ai pas terminé parce que tout ce qui s'est dit te concernant, hein, tu n'es pas associé souvent à la prise des bonnes décisions, ça c'est contre toi. Il a développé les aspects juridiques, il a développé beaucoup de choses, mais nous, nos trois pays là, c'est comme si c'était fait sciemment, quoi. Mali, Burkina, Niger, on devrait être à la traîne. C'est-à-dire le chemin était déjà tracé par les colons. Et le blanc ne fait rien pour rien. Voilà. Bon, moi je pense qu'on aurait dû, quand ceux qui étaient à la table de négociation, au lieu de prendre la majorité à deux tiers, on aurait dû insister pour sortir la minorité de blocage. Une minorité de blocage, ça veut dire toute décision qu'on veut prendre, il y a une minorité qui peut bloquer la décision. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne les faveurs qui sont faites aux entreprises, c'est sous des conditions. Les entreprises installées, je l'avais oublié, là aussi, on nous a floué beaucoup de fois. Pour que le produit ou l'entreprise soit agréé à la TPC, à la taxation préférentielle pour bénéficier des droits de douane réduits, il y a deux critères. Laquelle? Il faut déposer un dossier et c'est les directions des industries des pays qui déposent ces dossiers. Ils montent un dossier. Ce dossier tourne essentiellement autour de deux critères. 40%, le produit que tu fabriques doit comporter soit 40% de valeur ajoutée, soit 60% de matières premières. Si tu remplis une des deux conditions, tu peux bénéficier d'une taxation préférentielle. 60% de valeur ajoutée, 40% de valeur ajoutée, c'est la paye que l'on fait aux gens, c'est ce qu'on paie en énergie. Et donc, il y a un dossier technique qui est venu, qui est monté par les directions de l'industrie. On va s'asseoir, on n'a aucun moyen de vérifier qu'effectivement, leur produit comporte ces pourcentages, l'un de ces pourcentages. On n'a pas les moyens. Oui. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des produits finis, qui amènent sur les côtes, qui font un reconditionnement du produit, et puis on dit qu'il y a 40% de valeur ajoutée. Donc on a des produits fabriqués à l'extérieur qu'on rachète et qui passent par ce biais, par la fraude. C'est au pays de destination où les agents peuvent découvrir que ça a été reconditionné ou qu'il y a un des éléments qui manque. Bon, quand il y a un des éléments qui manque, on applique sur l'importateur du produit une amende. Mais quid de l'entreprise qui l'a faite? Parce que là où il y avait un vide juridique, c'est qu'en douane, dans toutes les douanes, il y a un service contentieux pour la répression. Mais au niveau de ces instances supérieures de l'UEMOA ou même de la CEDEAO, qui pratiquent cette affaire, qui favorisent leur entreprise, il n'y a aucun service contentieux pour frapper les entreprises qui dérogent à ces règles ou bien qui trichent. Donc, entre-temps, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait sur le dos du Mali, des pays de l'Interland. Quand les agents de douane arrivent à détecter, on inflige une infraction, l'intéressé, il repart, il refait la même chose, il va prendre d'autres produits. Mais ils refont la même chose. Entre-temps, on conforte ces entreprises sur du faux. Hein? Ça se voit. Voilà, donc il y a un ensemble de choses. Mais ce que je tiens à dire, moi j'ai décroché depuis longtemps. Je suis à la retraite. Je n'ai pas toujours tous les éléments en tête. J'essaie de donner un minimum de compréhension pour que les gens voient où on va.
où on peut aller, qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'ils se fassent eux-mêmes leur opinion, que nous sommes des marchés. Moi, j'ai défendu ça. C'était, je ne sais pas, Soumaïla était, et le directeur général, c'était Samba Diallo. Donc, il y a bien longtemps. Donc, moi, j'ai défendu ça. Et ça a été répercuté parce que quand il y a eu les journées portes ouvertes sur l'UEMOA, avec Feu Soumaïla Cissé, ils sont venus ici à l'hôtel au bord du fleuve, là, Kempeski, je crois. On a fait une réunion là-bas avec tous les douaniers. Moi, j'étais venu de Sikasso en mission. Ce jour-là, j'ai posé le problème de l'utilité, dire que nous ne gagnons rien dans ces instances. J'ai pris un mot d'ordre que nous avions, je ne sais même pas si on l'a encore dans notre constitution. Le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Ouais. Que nous sommes nous-mêmes en train de chanter à tout va. Et on se flatte, on tape la poitrine avec ça. Même un ancien ministre des Maliens de l'extérieur, ce jour-là, c'est vraiment, nous avons ça. Et le feu Soumaïla avait été appelé en urgence à Koulouba. Et donc la réunion a été présidée par un commissaire qui était là. Et quand on en est arrivé à ce principe, il a dit oui, vous avez vraiment, ça c'est un très beau truc, vous devez conserver ça. Alors moi, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, mais si c'était si beau que ça là, pourquoi depuis toutes ces années vous ne l'avez pas mis vous dans votre constitution? À nous, à vous les développements économiques, les aspects économiques que vous développez, à nous les grands principes que nous défendons sans rien. Ok, merci. L'émission touche vers sa fin. Il y a une dernière question. Bon, ce n'est même pas une question. Hein. On a juste besoin de vos impressions. Parce que nous avons suivi le Premier ministre français François Bayrou, qui a fait une sortie et qui a laissé entendre que sur les 11 jours fériés que la France dispose annuellement, il y aurait 2 jours fériés de moins. C'est dû au fait que vraiment là-bas, ils sont en train d'être étranglés économiquement, financièrement, que ça ne va pas beaucoup. Vos impressions là-dessus? Tout d'abord, je dirais qu'on ne peut pas monter sur l'arbre de la vérité en ayant les pantalons troués, quoi. Ils ont essayé de camoufler cet aspect-là. Or, depuis un certain nombre de temps, ça ne va pas là-bas en France. Ça ne va pas du tout. Moi, j'ai des amis là-bas avec lesquels je communique tous les jours. Mais le départ des pays de l'Est... Oui, c'est pour beaucoup de choses. C'est-à-dire, il faut comprendre, essayons de faire seulement la petite parallèle, quoi. Toute la lumière qui est allumée en France, ils te disent, voilà, bon, l'uranium qui provient des mines nigériennes, Arlit, contribue peut-être à 40%, c'est faux. Non, 17%. Ils disent 17%, c'est faux. J'ai dit chaque fois aux gens, surtout nous les intellectuels, de se méfier de ces histoires de pourcentage. Des chiffres, là. Oui, oui. Comme le doyen a dit l'autre jour, c'est-à-dire le commerçant, il ne va pas raconter si ça a été bien ou pas. Ça vous aventure. Voilà. Et les chasseurs, les parties de la chasse sont racontées que par le chasseur lui-même. Exactement, c'est ça. Imaginez, la France prenait cet uranium-là, ils faisaient marcher leur centrale nucléaire, ils donnaient le courant à la Belgique et au Luxembourg et un peu partout. Et le reste de l'uranium, ils vendaient ça aussi. D'ailleurs, l'uranium arriva au port d'Anvers. Oui, si j'ai bon moi. Oui, tout à fait. Donc, c'est archi faux avec ce que le Niger a adopté maintenant, la nationalisation de la mine là. Le président Macron, il a fait des cauchemars par rapport à ça parce que la France a toujours vécu sur le pillage de l'Afrique. Mais ils veulent renouer le dialogue avec le Niger. Non, c'est peine perdue parce qu'il y a eu l'intrigation de beaucoup de choses. J'ai dit chaque fois que le karma existe, c'est le problème de la guerre en Ukraine qui a fait que les Russes étaient tellement mécontents des Français. Les Russes vivent beaucoup de choses d'histoire et de géographie un peu qui les liaient. Les Russes faisaient des tarifs préférentiels même aux Français. Les Français utilisent l'uranium, mais l'uranium enrichi, c'est une firme russe qui s'est fait ça. La France n'a pas cette technologie.
Ils se débrouillent en matière. Non, ils disent en matière, ils se débrouillent. Mais ce n'est pas l'enrichissement de l'uranium, ça c'est une autre technologie. Mais ils ont la bombe nucléaire. Ils ont la bombe nucléaire, mais quand on utilise l'uranium pour produire de l'énergie, on peut récupérer le déchet et l'enrichir encore une deuxième, voire une troisième fois. C'est toujours bénéfique. C'est une industrie bon marché et les risques donnés du gaz bon marché aussi à la France. Pas qu'à la France, à l'Union européenne. À l'Union européenne. Donc, s'il y a un problème entre l'Ukraine et la Russie, c'est la France qui prend le devant de la scène, quoi, en disant qu'ils vont infléchir l'économie de la Russie au bout de 1 mois ou 2 mois. Le ministre français est sorti, il l'a dit. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire l'a dit. Et ils disent que la Russie a même dépassé la ligne rouge. Oui, parce que pour eux, la Russie ne doit aucunement aider les pays africains à se libérer. Oui, ben écoute, ce que Dieu veut, alors personne ne pourra changer ça. Ok. La petite histoire de l'entrée de la Russie dans ça. Pour terminer, c'est par le temps. Voilà, c'est Touadéra. Ils avaient fait une rébellion chez Touadéra. Touadéra avait des problèmes. Touadéra, le président de la République centrafricaine. Lui, il est allé voir Macron. Macron, il dit bon, non, on ne peut pas t'aider sauf si tu pars voir les Russes. Et il est allé, il a tapé à la porte, toutes les portes se sont ouvertes. Et nous autres, les Maliens, Nigériens, tous, on s'est inspirés de ça. Et les gens ne suivent pas Poutine dans l'un de ses discours. Il a dit qu'il ne va pas mener de guerre vraiment frontale avec la France ici, mais il va mener la guerre avec la France dans ses colonies. La Russie savait ce que la France faisait. En aidant simplement certains pays à se libérer. À se libérer, oui. Je vais donner une petite précision pour l'importation de l'uranium. Là où se situe 17% par rapport à 40% des pays de l'Azerbaïdjan ou quelque chose comme ça. Il y a Canada, le Canada, l'Azerbaïdjan. Bon, mais c'est que ils prennent... Macron, il est même allé en Mongolie, là. Voilà. Ils prennent le minerai à très bas coût au Niger. 17 000 ou 27 000 francs la tonne. Alors que sur le marché international, c'est 400 000. Donc, ils achètent avec ceci au prix du marché international. Oui. Mais ils imposent leur prix au Niger. Et la marge bénéficiaire entre les deux, c'est ce qui fait que les 17% du Niger valent mieux que les 40% de ces pays-là. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Non, c'est ce que moi j'ai. C'est le truc de réflexion. C'est bon, avec leurs chiffres, puis c'est bon. Non, ils disent 17%. J'ai dit, mais même si c'est 17%, du seul fait qu'ils achètent à bas prix, ils sont en train de bénéficier plus, ils ont une plus grande marge bénéficiaire que s'ils achètent sur le marché international. D'où l'importance de ces 17%. Deuxièmement, pour ce qui concerne ce problème, il y a un proverbe bambara qui dit que ni Duntulu Bana, Sebeke Montuluma. Oui. Je ne sais pas comment quand on finit de consommer l'huile de cuisine, on utilise l'huile les pommades ou l'huile de beauté. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que de plus en plus, ils ont beau tourner, ils n'arrivent pas à trouver de solution à leur dette, qui est immense. Et d'ailleurs, Standard & Poor's vient de dégrader la note de la France. La France, oui. C'est un signal très fort. Et donc aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre solution que d'essayer de résorber. Maintenant, ils ont tapé à toutes les portes. Ils peuvent toucher. Il y a des acquis sociaux auxquels ils ne peuvent pas toucher. L'un des acquis sociaux auxquels ils peuvent toucher, c'est les jours fériés. Et ils comptent récupérer 44 milliards d'ici 2026 pour payer une partie des dettes. Bon, ce n'est pas beaucoup sur 3 000 milliards de dettes, mais c'est déjà un début. Oui, donc, ils sont en train maintenant de toucher aux acquis sociaux. Et même là, ce n'est pas acquis d'avance, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de monter au créneau pour commencer. Il y a une grogne. Et pour vraiment appuyer ce que le doyen a dit, en Bamana, la dette, ça veut dire la corde au cou. Ok. La corde au cou. Djourou, c'est la corde au cou. Donc, quelqu'un qui a une dette, qui ne peut pas payer ses dettes, il s'enfonce de jour en jour. C'est Macron qui a la corde au cou. 5 000 euros par seconde. La dette de la France augmente par 5 000 euros par seconde. Amusez-vous à faire la multiplication par jour.
par mois, et ainsi de suite. C'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Gandhi Malian TV, d'autres programmes continuent. Quant à nous, nous espérons vous retrouver dans le cadre de la même émission les vendredis prochains. D'ici là, portez-vous bien. Chaque seconde qui passe, c'est une chance. Merci et à vendredi prochain.